Alors, je vois que nos trois intervenants sont là. Donc, ce que nous allons faire, c'est peut-être commencer tout de suite parce qu'on a un temps court et autant ne pas perdre, ne pas perdre de temps. Les autres nous récupéreront en route. Il faudrait que je me regarde bien pour ouvrir en même temps. Donc d'abord, je vous remercie d'être présent et présente aujourd'hui. C'est dans le cadre donc du comité de suivi de la conférence des OING que nous organisons cette rencontre et aussi dans le cadre de la commission E, où j'ai vu qu'il y avait donc la vice-présidente qui était là, donc c'est ça, j'ai vu qu'elle était là. Donc nous allons pouvoir commencer et nos intervenants, donc je présenterai au fur et à mesure, donc Samson Thibault de la représentation permanente de la France, Joseph Goula de la représentation permanente de la francophonie et Ndioro Ndiaye qui est la coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Donc, voilà comment je vous propose la réunion. Donc aujourd'hui, c'est d'abord de vous dire quelques mots donc, sur pourquoi Regard de Femmes est investi dans la Commission de la condition des femmes. Ça fait depuis... pour ma part, je suis présente depuis, je crois que c'était 2006, hein, donc ça finit par faire un certain nombre d'années. Et donc, alors, en particulier, cette année, l'objectif, c'était de combler justement l'écart important entre les sexes, c'est toujours les objectifs, en matière d'innovation et de technologie. Et ça fait l'objet donc des travaux de la 67e session de la Commission de la condition des femmes, qui s'est tenue donc à New York du 6 au 17 mars 2023. Et elle a réuni, et c'est ça qui est intéressant dans la Commission de la condition des femmes, c'est qu'elle a réuni plus de 7000 personnes qui représentaient les gouvernements, qui représentaient les entités de l'ONU et la société civile. C'était surtout ce nombre de femmes de la société civile qui est impressionnant et qui fait que, je pense, les représentants des gouvernements et des entités internationales sont vraiment... Vraiment, ils font vraiment attention à ce qu'ils disent et ce qu'ils font et prennent en compte justement cette présence très forte. J'ai eu l'occasion d'être présente l'an dernier avec une autre membre de Regard de Femmes. Nous étions les deux seules Françaises. Donc, et c'est vrai que les couloirs de l'ONU étaient vides. Cette année, ce n'était pas le cas. Donc, alors peut-être rappeler très brièvement ce qu'est la Commission de la condition des femmes. Donc, elle a été créée à l'ONU, elle a été donc créée par une résolution du Conseil des Nations Unies en 1946. C'est le principal organe intergouvernemental mondial pour la promotion de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et elle mène à la fois un travail d'évaluation des progrès réalisés, d'identification des défis à relever et d'élaboration de recommandations de politique en matière de droits des femmes. Et à l'issue de chaque session, les États membres adoptent des conclusions concertées qui reprennent leurs positions communes et leurs recommandations sur le thème annuel pour justement inciter les gouvernements, les organes intergouvernementaux et la société civile à agir pour améliorer la condition des femmes. Et c'est le point le plus important puisque depuis 1946, tous les acquis des droits des femmes dans tous les pays du monde proviennent des décisions qui ont été prises lors de ces CSW et lors de ces concertations concertées. Alors, ça ne se fait pas facilement. Et justement, je voulais qu'on commence tout de suite, avant de rentrer dans le détail du programme, de la présentation que je voulais vous faire de cette année, sur les conclusions agréées qui ont été agréées cette année, avec, je dirais, un focus, je vais le dire tout de suite comme je le pensais. Je trouvais que la thématique de cette année qui était sur
c'était sur l'innovation de la technologie, n'allait pas poser d'énormes problèmes. Il y avait quand c'était sur les violences envers les femmes ou quand c'était sur d'autres questions, sur les avancées des droits des femmes, ça pouvait poser problème. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, il y a eu des problèmes puisque, et là je vais laisser Thibaut Sanson nous en parler, il a fallu arrêter les pendules, si mes souvenirs sont bons, parce que c'est bien ce que j'ai entendu le vendredi soir. Donc, Thibaut, je vous présente rapidement. Vous êtes le chef de service adjoint aux affaires sociales et de droits humains à la représentation permanente de la France. Dans votre mission, vous avez les femmes, avec également femmes, paix et sécurité, les violences sexuelles, mais vous avez aussi le droit des enfants, notamment les enfants qui sont dans les conflits armés. Donc, je vous donne tout de suite la parole parce que je sais que vous avez une autre réunion à 12h30, heure de New York, et je vous remercie d'avoir quand même pris le temps d'être avec nous. C'est à vous, Thibaut. Merci beaucoup Michel pour votre invitation. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de participer aujourd'hui. Et je salue notamment la présence de Joseph de l'OIF avec qui on a beaucoup travaillé pendant la CSW et qui a organisé un excellent événement de coordination francophone et donc je le remercie par cette occasion. C'était aussi un plaisir de rencontrer les membres de la société civile française qui étaient à New York pendant la CSW. On a organisé plusieurs moments de rencontres avec la secrétaire d'État Marlène Schiappa et puis ensuite en petit comité au niveau technique pour rentrer un peu dans le détail des négociations. Et je pense que c'était très bienvenu et qu'on pourra renouveler cette expérience par la suite, puisqu'évidemment, le travail de la CSW est enrichi par ce dialogue. Et la CSW, c'est vraiment le moment des Nations Unies où la société civile a le premier rôle. Donc nous, on était très contents d'avoir ce retour à la normale en 2019, après la parenthèse de la pandémie, où malheureusement, on se sentait un peu seul à New York sans la société civile. Donc c'est de voir tous ces milliers d'intervenants du monde entier, c'était un bonheur pour nous. Comme le disait Michel, nous avons pu adopter des conclusions le 17 mars, pour être plus honnête, je pense que c'était le 18 mars, puisqu'il était 4 heures du matin à New York quand nous avons adopté ces conclusions. Après plus de 90 heures de négociations, donc c'était vraiment très, très complexe, malgré ce thème a priori plus consensuel, comme le disait Michel. Mais en fait, on voit que de toute façon, tous les sujets relatifs aux droits des femmes, tous les sujets gender, comme on dit à New York, sont des sujets qui deviennent toujours plus compliqués. C'est le contexte que vous connaissez du pushback, donc qui a notamment été alimenté par la présidence de Donald Trump aux États-Unis et puis ensuite qui a un peu ouvert une porte, ouvert une dynamique sur laquelle se sont engouffrés tous les pays les moins progressistes sur ces sujets. Donc ce contexte du pushback, c'est ce qui crée ces négociations très difficiles. On a eu ensuite un retour des États-Unis parmi le camp des progressistes avec l'arrivée de Joe Biden. Et en ce moment, 2 ans après la présidence, on voit un peu une cristallisation des sujets, d'un sorte de statu quo où on s'accorde sur le fait qu'on n'aura pas nécessairement de grandes avancées sur les sujets des droits des femmes, mais au moins on fait tout le possible pour garder l'acquis. Puisque comme Michel l'indique, tous les ans, on a ces conclusions. Et évidemment, il est absolument inacceptable de revenir sur ce qui est l'acquis, sur ce qui est le langage aigré des années précédentes. Donc, on essaie de travailler comme ça, par petits pas, un peu par sédimentation, toutes les années, en ajoutant un peu d'éléments. Et ce qu'on a pu avoir cette année, c'est disons un statu quo sur les sujets les plus difficiles. Comme vous le connaissez, ce sont les sujets entre guillemets polémiques, les références aux droits sexuels et reproductifs, les références à l'éducation sexuelle, les références à la diversité des situations des femmes. Et puis tout ce qui est autour de l'approche, on va dire, intersectionnelle. Donc, dans le texte, c'est les références à MIFD, qui est un acronyme qui veut dire Multiple and Intersecting Forms of Discrimination, qui est pour parler un peu de la diversité des situations de toutes les femmes et qui est vu par le camp d'en face comme une ligne rouge absolue et quelque chose d'inacceptable.
Donc, sur ces sujets, malheureusement, on n'arrive pas à avancer. Et puis, le contexte des conclusions agréées est particulier, puisque comme elles sont agréées, c'est-à-dire agréées par consensus, tous les États ont finalement un droit de veto. Donc tous les États du monde, finalement, peuvent dire « Ah, bah, ce texte ne nous convient pas ». Donc, il y a un peu un nivellement par le bas des ambitions qui nous empêche de faire des progrès notables sur ces sujets dits polémiques. En revanche, dans l'ensemble, et je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire dans le détail ces conclusions, puisqu'elles sont quand même très longues, mais notre appréciation ici à la mission de la France, mais aussi avec nos partenaires de l'Union européenne et les autres pays qui sont nos alliés sur ces sujets, on a quand même une appréciation positive du texte qui a été adopté. On voit que dans l'ensemble, l'équilibre en faveur de l'approche par les droits est préservé, c'est-à-dire qu'on c'est vraiment la commission sur la condition de la femme, mais une approche par les droits à l'opposé d'une approche qui serait plus centrée sur les enjeux des droits économiques, enfin de développement, ou des enjeux qui sont plus entre les États. Là, on veut vraiment parler des droits individuels des femmes du monde entier. Donc ça, c'est un équilibre que je pense qu'on a réussi à préserver. On a réussi à éviter d'ouvrir certains sujets qui sont très compliqués. Il y avait notamment une tentative d'introduire du langage sur la gestation pour autrui, qui est évidemment inacceptable pour la France. Donc là-dessus, on a beaucoup travaillé avec les alliés pour que de nouveaux sujets compliqués ne trouvent pas de lieu dans les conclusions. Mais dans l'ensemble, ce qu'on a dans ces conclusions, c'est beaucoup de nouveaux langages, puisque c'était un nouveau thème, le thème du numérique, ces enjeux. Et finalement, comme c'était la première fois qu'on discutait de ce sujet, il y avait une page blanche. Et sur ce thème, sur le lien entre les droits des femmes, entre l'autonomisation des femmes et les enjeux du numérique, là-dessus, on a du nouveau langage, on a du nouveau langage agréé sur lequel les agences des Nations Unies, la société civile et les États membres vont pouvoir piocher et utiliser, à mon avis, dans les différents enjeux sur ce sujet. Donc là-dessus, on est quand même très content d'avoir parlé de ce gender gap, de ce déséquilibre entre l'accès aux outils numériques entre les hommes et les femmes, à la fois au niveau mondial et aussi au sein de chaque pays. Donc là-dessus, je pense qu'on pourra voir qu'il y a beaucoup de langages très forts, innovants sur ces sujets. On a aussi apporté la question des violences en ligne, puisque là aussi, il n'y avait pas encore beaucoup de langages agréés des Nations Unies sur ce thème. Et même s'il y a eu un blocage sur la terminologie, puisque certains pays ont refusé qu'on parle de TFGBV, qui était Technology Facilitated Gender-Based Violence, on a réussi à aborder le sujet par des moyens détournés, puisque c'est comme ça qu'on essaye un peu de dépasser les contradictions lorsqu'on rencontre des oppositions. Donc on a parlé de la violence sexuelle est fondée sur le genre amplifié par la technologie. Donc, c'était des façons de parler du sujet sans nécessairement utiliser les termes qui étaient vus comme étant inacceptables pour les autres. On a parlé pour la première fois des deepfakes, donc c'est-à-dire des manipulations de l'image qui peuvent nuire aux droits des femmes. Et on a aussi du langage sur le rôle de l'accès à la santé en ligne, donc dans le contexte de la pandémie et de ces difficultés, pour garantir le fait que toutes les femmes puissent accéder aux informations sur leur santé, notamment santé sexuelle évidemment, et aussi du langage sur le rôle des hommes et des garçons, puisque tout le monde doit être des acteurs du changement et mobilisé sur ces sujets. Donc voilà un peu notre appréciation générale. Sur le contexte particulier, j'ai parlé du pushback, mais on a eu aussi une politisation plus importante de la session cette année, avec le Pakistan et puis aussi la Syrie, qui ont voulu absolument parler de la situation des femmes sous occupation étrangère. Donc, pour le Pakistan, c'était une façon de parler de la situation au Cachemire. Et puis ensuite, ce sujet a été instrumentalisé, extrapolé, au point de presque bloquer l'adoption. Et c'est pour ça qu'on est resté jusqu'à 4 heures du matin, parce que dans ce degré de politisation, finalement, il y avait trop de pays qui jugeaient que ces références étaient inacceptables. Et donc, on a
perdu beaucoup de temps sur ce sujet et on a pu se mettre d'accord à la fin finalement uniquement à travers une suppression de toutes ces références qui s'est fait aussi au détriment d'autres langages. Donc voilà, et un dernier élément sur les sujets dits polémiques, c'est la référence au Forum Génération Égalité qui une nouvelle fois a été bloqué par la Russie et par d'autres pays qui estiment que ce forum est le concentré de tout ce qu'ils détestent, c'est-à-dire une vision ambitieuse et féministe de ce que devrait être la lutte pour les droits des femmes et l'autonomisation. Et donc, on a obtenu uniquement une référence implicite, indirecte aux efforts du Forum Génération Égalité. Et voilà un peu notre appréciation d'ensemble et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci Thibault. Alors moi j'avais retenu dans les conclusions agréées quelques points, les 5 points. D'abord, bon, bien sûr, de renforcer les systèmes d'enregistrement des naissances, dont l'importance est vitale via le numérique. Donc on aura l'occasion d'en reparler après quand on parlera des ateliers. Bon, bien sûr, c'est le grand combat de regard de femmes. Mais j'ai trouvé aussi, et j'ai même été étonnée, que je lis alors la traduction française, elle est de moi, puisque je crois qu'elle n'est pas encore publiée, j'avais lu tout de suite. Donc, assurer l'accès universel à la santé sexuelle et génésique et aux droits génésiques, conformément au programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, et au programme d'action de Pékin. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très fort. Alors, je ne sais pas si c'était déjà dans le langage agréé. Donc, condamner, prendre toutes les mesures appropriées contre la traite des personnes, toutes les formes d'exploitation sexuelle et d'abus des femmes et des filles, ça, on l'avait entendu, ainsi que les mariages d'enfants. Est-ce que les mariages d'enfants, c'est nouveau ou est-ce que c'était avant? Ça, c'est un peu ma question. Et puis, bien sûr, vous en avez parlé par rapport au numérique. J'ai trouvé que il y avait des articles importants, dont en particulier celui de promouvoir une politique de tolérance zéro à l'égard de la violence envers les femmes et les filles par le biais de leur utilisation. Alors, je vois que Caroline a demandé la parole, donc Caroline Joseph qui est de Haïti, donc, et puis comme ça, il pourra répondre Thibault à plusieurs questions, ça sera plus simple pour lui. Oui, Caroline, tu as la parole. Bonjour, Monsieur Samson. Mon nom est Caroline Joseph. Je suis représentante du collectif pour le patrimoine immatériel en francophonie, qui est membre du réseau francophone Égalité Femmes-Hommes aussi. Et j'ai beaucoup apprécié vous entendre, Monsieur Samson. Toutefois, j'ai un questionnement lorsque vous avez parlé de sujet polémique qui est intersectionnalité. J'ai eu la chance de participer à la 67e session de la commission et tout ce qui a été dit, c'était de faire en sorte de protéger toutes les femmes. Donc, je dis bien avec un TOUTS majuscule, toutes les femmes. Comment peut-on protéger efficacement toutes les femmes lorsque le terme intersectionnalité, qui inclut de tenir compte de la spécificité de toutes ces femmes-là, est un sujet polémique qu'on ne veut pas entendre? Quelle est la définition pour ces personnes-là de l'intersectionnalité? Est-ce que leur définition, c'est de faire en sorte que les différents défis relevés par certaines femmes, car une femme handicapée, elle a 2 défis. Elle est femme, elle est handicapée. Dans certains pays, une femme noire handicapée se retrouve encore avec 3 défis au moins. Elle est femme, elle est noire, elle est handicapée. Quelle est donc leur définition pour faire en sorte que ce mot intersectionnalité puisse être une polémique et ne puisse pas être considéré lorsqu'on veut protéger toutes les femmes? Merci. Si vous voulez alors Thibault répondre. Merci beaucoup, Madame Caroline, pour votre réponse et mes salutations à nos amis de Haïti. Je pense qu'on a commémoré récemment les 200 ans de Toussaint Louverture et c'était, je pense, un grand moment pour l'humanité tout entière. Sur cette question, écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. On ne peut pas avoir une approche holistique et raisonnable si on ne prend pas en compte les situations particulières de chaque femme. Et donc, sur ces sujets, l'Union européenne essaye de promouvoir cette approche. Mais on va être honnête, et puis en toute transparence, de l'autre côté,
l'intersectionnalité est vue comme un cheval de Troie pour les sujets LGBT. De manière très schématique, on estime que intersectionnel, ça veut dire arc-en-ciel. C'est très, très brut comme réponse. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà d'expliquer que lutter contre toutes les discriminations, c'est l'ADN des Nations Unies. Si on regarde la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, évidemment, toutes les formes de discrimination sont inacceptables. Et l'autre approche, c'est de montrer que finalement, en fait, on est d'accord, puisque quand on a des alliés du groupe africain ou du groupe des Caraïbes et d'autres pays du Sud qui nous disent ah, ben, on aimerait parler des femmes de couleur, des femmes autochtones, des femmes en situation de pauvreté, des femmes en situation de développement, on leur dit ben, ça, en fait, et des femmes migrantes. On dit, ça, c'est l'approche intersectionnelle. C'est justement de prendre en compte la diversité des situations. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Je pense que la société civile a un rôle indispensable pour essayer de démythifier et dédiaboliser ces termes, puisqu'on est dans une situation où, dans le cadre des discussions, on a un groupe qui a dit nous ne pouvons pas accepter le verbe diversify. Donc, diversify qui veut dire diversifier. Et c'était un paragraphe particulier qui disait qu'il faut diversifier, je ne sais pas, les sources d'accès à Internet. Et en fait, quelqu'un a fait un contrôle F, a mis divers, et il estimait que tout ce qui était divers, diversité, diversifié, ça devait être une ligne rouge. Donc, on est un peu dans ce niveau de réaction pavlovienne, et on doit tous travailler ensemble pour sensibiliser davantage sur ces questions. Et comptez sur nous. Merci, merci Thibaut. Donc, on va peut-être passer à la suite du déroulé. Alors, avant de donner la parole à Joseph Goula, je voulais peut-être citer dans l'intervention d'ouverture d'Antonio Guterres un certain nombre de phrases extrêmement fortes qu'il a dites pour les droits des femmes. Alors, il a en particulier déclaré, ça va dans le même sens que ce que nous disait Thibaut tout à l'heure pour les discussions, il a déclaré que les progrès en matière de droits des femmes s'évanouissent devant nos yeux. Et il parlait des pays, que ce soit dans des pays comme l'Afghanistan, où les femmes et les filles ont été effacées de la vie publique, je le cite, aux pays les plus riches, où les droits sexuels et procréatifs des femmes sont attaqués, faisant bien sûr référence aux États-Unis. Parmi les autres phrases très fortes, je vais en citer 4 ou 5 parce que je trouvais que ça me paraît important qu'on les ait tous. Il a dit la désinformation et la mésinformation à caractère misogyne fleurissent sur les médias sociaux. Donc, il est important que dans les conclusions agréées, ceci soit bien pris en compte. Il a parlé aussi de ce qu'on appelle le gender trolling, c'est-à-dire pardon, excusez-moi, il y en a qui ont disparu, qui sont perdus, donc qui vise tout spécifiquement à réduire les femmes au silence et à les écarter de la vie publique. Et il parlait donc pour les fake news, donc les informations sont peut-être fausses, mais les dégâts sont bel et bien réels. Et on a parlé de la santé là tout à l'heure, il a bien dit que lorsque les femmes bénéficient de services médicaux en ligne, leur famille et leur entourage sont en meilleure santé. Et il a eu cette phrase extrêmement forte faisant référence à la géographie des États-Unis. Nous ne pouvons pas laisser les Silicon Valley de notre monde se transformer en vallée de la mort pour les droits des femmes. Donc, on voit que la prise le sentiment que les droits des femmes sont en train de se perdre, de s'évanouir, donc tous les acquis, surtout pour nous, je pense, et je parle sous l'écoute de Dorothea et tous les combats que nous avons menés depuis des dizaines d'années maintenant, tout ce qu'on a fait, toutes les avancées qui ont été très difficiles à avoir, ça s'est pas fait comme ça, il n'a pas suffi qu'on claque des doigts pour avoir tous nos droits, eh bien, sont en train de se perdre. Et donc, ce qui me paraît important
aujourd'hui, donc justement, de voir avec Joseph Goulart, qui est lui-même analyste rédacteur à la représentation permanente de l'OIF auprès des Nations Unies, et vous étiez précédemment en poste à Paris, à l'OIF, vous étiez à la DAPG chargé de la vie politique. Comment vous, en tant que représentant permanent de la représentation permanente, comme les autres représentations permanentes francophones, vous pouvez, quelles sont vos actions vis-à-vis de la CSW, comment est-ce que vous pouvez justement interférer, qu'est-ce que vous pouvez faire, et puis surtout peut-être nous parler de votre accueil, de l'accueil de la représentation permanente à toute la société civile francophone, ou comme je vous le dis et comme j'ai toujours dit, nous sommes chez nous, dès qu'on est au 6e étage à la représentation permanente de la francophonie, et là c'est aussi des rencontres avec toutes les femmes et des hommes d'ailleurs de l'espace francophone. Donc Joseph, si vous voulez bien, c'est à vous. Bonjour et merci de me passer la parole, Madame Michèle Vianès. Je vois également le professeur Djirodiaï que nous avons eu le plaisir d'accueillir au sein de la représentation. Bonjour, ainsi que Thibaut. Et c'est l'occasion pour moi également de remercier la mission permanente de la France pour sa franche collaboration qui a permis une participation au plus haut niveau des délégués de la France, mais aussi des représentants de la mission aux différents rendez-vous francophones qui ont marqué cette 67e session de la CSW. Je voudrais d'abord rappeler que la représentation de l'OIF auprès des Nations Unies est honorée de cette invitation à cette réunion qui est si importante pour discuter des conclusions de la 67e session de la Commission de la condition de la femme. Les recommandations qui en sont issues, et on l'a remarqué tout à l'heure, s'adressent aussi bien aux États, mais aussi aux organisations de la société civile qui sont des maillons essentiels dans la mise en œuvre des conclusions. Et cette société civile était bien représentée aux différents segments de haut niveau qui ont marqué les 2 semaines de la CSW. Elles ont participé aux réunions formelles, aux segments de haut niveau, mais aussi aux rencontres parallèles. Les organisations de la société civile francophone étaient aussi au rendez-vous, bien mobilisées pour livrer en français la perspective francophone dans cette séquence du calendrier onusien où l'anglais domine, malheureusement, il faut le regretter, la discussion. Et donc, en lien étroit avec l'unité, égalité femmes-hommes qui est bien représentée par Thibaut que je vois à l'écran, par Eric Thibault, nous avons accompagné cette participation francophone à ce rendez-vous. Mais avant d'arriver à aux modalités de cet accompagnement, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur les missions de la représentation permanente de l'OIF auprès des Nations Unies, parce que cet éclairage est nécessaire pour comprendre le périmètre de nos activités et l'accompagnement que nous pouvons fournir à nos délégations et à nos parties prenantes francophones. Donc, le mandat de la RP New York, qui renvoie à la représentation permanente de l'OIF auprès des Nations Unies, couvre un large spectre d'activités qui peuvent être regroupés de manière très sommaire autour de 4 principaux axes. Il s'agit d'abord de l'animation des réseaux francophones, des réseaux des ambassadeurs, des réseaux d'experts, mais aussi des réseaux de la société civile à des occasions précises. Et cette animation vise notamment à appuyer les concertations francophones pour bâtir des positions communes et faire jouer la solidarité francophone autour des initiatives qui sont portées par nos États membres. Le deuxième axe est notamment le suivi de la coopération avec le secrétariat des Nations Unies sur divers sujets prioritaires de l'agenda francophone, de la place du multilinguisme et du français dans le multilatéralisme aux enjeux de coopération numérique, en passant par le maintien et la consolidation de la paix, la mise en œuvre des ODD, l'agenda pour les jeunes, mais aussi l'agenda pour les femmes. L'autre axe, c'est la promotion du plaidoyer politique de la secrétaire générale de la francophonie sur les enjeux globaux, ainsi que les actions de coopération culturelle, éducative, politique et en développement qui sont déployées par l'OIF au bénéfice des populations de l'espace francophone. Et puis enfin, nous soutenons les dynamiques culturelles francophones pour un plus grand rayonnement de la francophonie et de ses expressions culturelles à New York. L'objectif global derrière toutes ces activités, c'est notamment de faire rayonner davantage la langue française aux Nations Unies et de renforcer l'influence francophone dans les organes onusiens.
ayant décliné en fait ces différentes activités, on peut comprendre que le périmètre d'action de la représentation New York est assez vaste. Et il a pour objectif, justement, dans des contextes comme la Commission de la condition de la femme, de soutenir une participation forte de la francophonie et de s'assurer que la perspective francophone, les points de vue francophones sont suffisamment relayés et qu'il y ait une belle représentation francophone à tous les niveaux, dans tous les formats des discussions qui ponctuent ces rendez-vous comme la Commission de la condition de la femme. Nous avons notamment travaillé sur plusieurs axes pour soutenir cette participation francophone à la Commission de la condition de la femme. Sur le plan administratif, d'abord, la représentation de l'OIF a soutenu notamment l'accréditation de toutes les délégations, les délégués francophones, que ce soit le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, que ce soit les organisations de la société civile comme Regard des femmes aussi, le réseau des femmes parlementaires qui était également bien présent, mais aussi les opérateurs spécialisés de la francophonie comme l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation qui était interpellé par la thématique de la CSW. Toutes ces délégations ont pu accéder aux enceintes des Nations Unies aussi à travers des passes qui ont été facilitées par la représentation de l'OIF. Nous avons également apporté un appui sur le plan, je dirais, logistique, à travers notamment la réservation des salles aux Nations Unies, en facilitant du moins cette réservation de salles, parce que c'est important dans des contextes comme ceux-là d'assurer une présence physique des délégués aux Nations Unies et de marquer le coup à travers des événements organisés dans l'enceinte des Nations Unies. Et il y a eu une panoplie d'événements qui ont été tenus par le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, par Regard de femmes également sur des thématiques pointues. Il y a eu cette concertation francophone également qui a ouvert la contribution de l'OIF à cette 67e session de la Commission de la condition de la femme. Toujours sur le plan logistique, on peut noter aussi que la représentation de la francophonie, vous l'avez rappelé, Madame Michel, a été un lieu de rencontre de la forte délégation francophone qui s'est mobilisée pour ce rendez-vous. Et nous avons eu le plaisir ici de recevoir notamment plusieurs délégués qui venaient de nos États et gouvernements membres et qui étaient issus de tous les horizons, je dirais, géographiques de la francophonie, et de partager avec eux un café à chaque occasion. Nous avons aussi appuyé logistiquement l'organisation des réunions qui se tenaient, il faut le rappeler, en format hybride pour permettre aussi une participation la plus large possible. Et j'ai entendu tout à l'heure un des membres de la commission qui disait avoir suivi toutes les contributions et les activités francophones qui ont marqué cette session. C'était justement l'objectif de pouvoir faciliter cette participation en ligne de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, et la représentation de l'OIF a justement apporté un appui là-dessus. Et nous avons également aidé à accueillir ici aussi les délégués de haut niveau que les représentants du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes ont pu mobiliser à l'occasion des différents événements qui ont été organisés. On peut noter qu'il y a eu, durant cette 67e session de la Commission de la condition de la femme, qui a eu une forte mobilisation des délégués francophones, tant celles qui représentaient la conférence internationale des OING qu'au niveau même des États. Et cela s'est traduit aussi par le niveau de participation dans les différentes réunions qui ont été organisées. En matière de substance aussi, sur laquelle reviendra sans doute Madame Durodia, mais aussi Kerline Joseph, que je vois ici, qui a organisé un événement de grande facture. Nous avons pu aussi noter sur le plan de la substance qu'il y a eu des contributions extrêmement riches, des contributions croisées d'actrices qui venaient des milieux politiques, de la société civile, du monde académique, des organisations internationales, des Nations Unies. ONU Femmes était bien représentée, mais aussi des administrations nationales. C'est des contributions extrêmement riches. Et nous avons été, à notre niveau, honorés de pouvoir accueillir à la fois les personnalités, mais aussi ces rencontres au sein de la représentation.
la présence des personnalités de haut niveau à la représentation de l'OIF auprès des Nations Unies, notamment la ministre sénégalaise de la condition de la femme, mais aussi la ministre haïtienne de la condition de la femme, témoignent ainsi de la force de nos réseaux francophones dans leur capacité à tisser des relations solides avec les acteurs gouvernementaux et ainsi à adresser le plaidoyer à des acteurs les plus pertinents en fait, de la chaîne de décision. Et nous étions heureux de pouvoir les accueillir ici. Nous avons aussi apporté, et enfin je vais terminer sur ce point, un soutien sur le plan de la communication, en assurant notamment une couverture vidéo et photo des événements qui se sont déroulés tant au sein de la représentation qu'aux Nations Unies. Nous avons également relayé ces informations sur la toile pour que on ait un écho en fait de ces différentes activités, de cette mobilisation francophone. Nous avons aussi réalisé des interviews, notamment cette interview de la présidente du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes qui a décliné toute cette mobilisation de la société civile en soutien à la mise en œuvre de la stratégie de la francophonie pour l'égalité. L'interview est disponible en ligne, notamment sur le YouTube de l'organisation internationale, sur le compte YouTube de l'Organisation internationale de la francophonie. J'aimerais rappeler que toutes les activités ont été menées en coordination étroite avec les collègues des différentes unités du siège de l'OIF, ainsi que des opérateurs de la francophonie. Et c'est l'occasion pour moi, même s'ils ne sont pas présents, de saluer le professionnalisme, la disponibilité et la réactivité des collègues de l'unité égalité femmes-hommes en premier, de la direction des affaires politiques de la francophonie qui fait un travail extraordinaire avec Madame Michel Vianès, de la direction de la communication qui a relayé les messages et les activités sur les plateformes de la francophonie, mais aussi de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, dont la directrice a pleinement participé aux différents travaux organisés notamment par les acteurs du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Toutes et tous ont mené un travail acharné pour que ces initiatives, que les initiatives qui ont été portées par l'ensemble des parties prenantes francophones puissent rayonner de toutes leurs couleurs. Et je voudrais adresser aussi un merci particulier à Éric Thibault. Je n'ai pas assez de mots en fait pour décrire le travail de SAP qu'il a mené dans l'ombre de son unité. Merci infiniment pour cet appui qui a permis justement cette belle participation de la francophonie. En conclusion, j'aimerais dire en fait que votre présence, votre mobilisation ici au sein de la représentation de la francophonie a été l'occasion d'enrichir à la fois notre compréhension des enjeux. C'était aussi une opportunité de connecter avec des francophones venus de partout. Vous avez vraiment fait vibrer cette maison. Il y a une belle ambiance qui a régné durant tout votre séjour. Nous étions ravis, vraiment ravis de vous accueillir. Nous impatientons. Nous comptons sur une forte mobilisation lors de la prochaine session, la 68e session de la Commission de la condition de la femme. Je vous remercie pour votre attention. Merci de votre intervention et merci de l'invitation. Soyez assurés que nous y répondrons positivement. Voilà, donc c'est vrai que c'est passionnant d'être à l'ONU. Alors je profite justement de passage pour saluer Éric Thibault qui nous a rejoint un petit peu après, donc c'est très bien. Et merci d'être là. Et je crois que vous représentez donc Michel Balour. Elle m'a dit que vous l'aurez présenterai ici. Donc, elle m'a envoyé un message tout à l'heure pour dire qu'elle ne pouvait pas être là parce qu'elle avait d'autres choses, bien sûr, mais que vous étiez là pour l'unité. Alors, maintenant, nous avons vu les représentations permanentes, les ambassades, et on va passer à la société civile qui est le point, comme l'ont dit nos deux représentants des États de l'OIF, le point le plus fort de la CSW. Et donc, alors, très brièvement, au regard de femmes, je vais juste citer les deux ateliers, la thématique des deux ateliers que nous avons menés.
Alors, le premier, tout à fait dans le sens de ce qui s'est passé, donc, dans les événements parallèles, alors ceux qui sont agréés par l'ONU, c'était notre atelier sur l'éducation aux outils numériques et aux dangers inhérents à leur utilisation, puisque c'était toutes les interventions qu'on a pu entendre de tous les États et les conclusions agréées reprenaient donc cette idée, c'est-à-dire que l'éducation aux outils numériques est indispensable, l'électronisme, est largement répandu dans le monde, mais ça doit aussi s'accompagner cette éducation doit s'accompagner non seulement de la maîtrise des fonctions techniques de base, mais aussi de l'éducation à la protection des données. Attendez, pardon, je m'arrête là parce que la protection des données personnelles et à la sécurisation des équipements. Et comme je le dis très fréquemment, le numérique, c'est un outil, et comme tous les outils, comme la langue d'Ésope, ça dépend de l'usage qu'on en fait, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Alors, la meilleure, bien sûr, on pense tous à l'utilisation des réseaux sociaux qui ont ouvert de formidables opportunités en Iran. Hein. Je pense en particulier à Masih Alinejad avec ses prises de parole, ses hashtags ma caméra est mon arme, et puis sa liberté furtive, où elle brandissait son voile au bout d'un bâton. Eh bien, c'est ce que ça a joué un rôle déterminant dans le dévoilement des femmes et la révolution en cours en Iran. Mais on le sait tous très bien, c'est aussi une source de harcèlement et de violence. YouTube, Short, TikTok et toutes ces autres plateformes de médias sociaux publient donc des messages courts qui mettent en scène des femmes dans des rôles stéréotypés. Et ces fameuses vidéos de 60 secondes en rafale, eh bien justement, elles empêchent de les analyser, elles ancrent dans les cerveaux des images dégradantes des femmes et elles sont vues des millions de fois, et donc elles ont un impact négatif sur les représentations des femmes qui les enferment dans des rôles sexuels archaïques, inégalitaires et patriarcaux. Et pour cet atelier, donc j'avais demandé en particulier à notre ministre, donc puisqu'elle était présente, autrement ils auraient fait une vidéo, notre ministre Marlène Schiappa, qui a justement fait voter une loi en France, la loi Adit Schiappa, qui sur tout ce qui est cybercriminalité et tout le harcèlement en ligne, mais également à Patricia Hert, donc, qui est l'analyste politique principale à la représentation permanente de l'OIF aux Nations Unies, de nous présenter le guide pratique de l'OIF et de Francopole sur la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuelle d'enfants en ligne. 2 parlementaires, donc l'une de Québec, donc Chantal Soucy, qui est aussi la présidente du réseau des femmes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et Mireille Clapeau, qui est une députée française et qui est la présidente de la commission du numérique et des postes à l'Assemblée nationale, nous ont parlé justement des dangers inhérents pour l'une, des dangers inhérents à l'utilisation des outils numériques et l'autre de la législation française, et Soukaina Bouraoui du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, directrice exécutive de CAOTA, nous a parlé des applications numériques de prévention des violences entre protection et liberté de déplacement. Tout ce qui a été fait par Regard de Femmes et sur notre plateforme est à civil.pw, donc je vous invite à le consulter. Et bien sûr, je ne pourrais pas ne pas parler de notre autre atelier, celui qui a lieu tous les ans et en particulier à la représentation permanente de la France sur la déclaration de naissance, et nous en ferons tant que tous les enfants ne seront pas déclarés à la naissance. Nous avons eu l'honneur qu'il soit ouvert par son Excellence Iphigénia Contoleontos, qui est la représentante permanente de l'OIF à New York. Elle n'était pas là, mais elle a veillé tard le soir pour être avec nous aux horaires de New York, pardon. Et puis, nous avions aussi Djaradim Labil, qui est la conseillère juridique de la France auprès des Nations Unies, et qui a parlé donc et puis Nantari Touré Aboua, qui est députée de Côte d'Ivoire, au nom de l'Assemblée parlementaire, et les actions de la société civile pour éradiquer ce fléau ont été présentées par Elodie Loué du GOF en Côte d'Ivoire et Amina Boukari pour l'ONG FAD Niger, qui fait partie donc du consortium de l'action de l'OIF. Et puis, lors du débat, nous avons eu le plaisir d'entendre donc Maritza Formisano, qui est du bureau d'ONU Femmes en Afrique de l'Ouest.
il y a des personnes qui rentrent et qui sortent. Voilà. Bien sûr, Dioro Ndiaye, coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, Odile Faye-Doumbé de la CEDEAO et Eunide Innocent, qui était l'ancienne ministre de Haïti, avec lequel nous avons mené un certain nombre de points. Donc, je voulais parler brièvement de ce que Regard de Femmes a fait à l'ONU. Nous avons aussi assisté à énormément de rencontres des unes et des autres. Et donc, je vais demander maintenant à Dioro Ndiaye, que tout le monde connaît, donc coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, mais qui agit aussi bien dans la société civile que lors de ses nombreuses fonctions ministérielles, qui agit en France et dans tous les, au Sénégal et dans tous les espaces francophones sur l'égalité femmes-hommes, donc de nous présenter justement les actions du réseau pendant la CSW 67. C'est à toi, cher Dioro. Merci beaucoup, Michel. Merci et toutes nos félicitations. Je voudrais en profiter, puisque je prends la parole pour la première fois, pour dire un grand bonjour à toute l'équipe qui est là. Je suis ravie et très émue d'avoir en face de moi Joseph, qui nous a tellement accompagnés, qui nous a reçus à New York avec Rotan, avec Madame Patricia Hers, l'ambassadeur, bien entendu, représentante de la RP, de l'OIF à New York et qui était absente pour des raisons médicales, mais qui a suivi nos travaux. Toute l'équipe de l'OIF New York, mais également toute l'équipe de l'OIF Paris. Bien entendu Éric Thibault, mais aussi les dames, les personnes qui ont des responsabilités au niveau de l'unité EFH, mais également au niveau institutionnel à l'OIF qui nous ont accompagnés. Un grand merci au-delà de ce que nous avons envoyé à Madame la secrétaire générale, Madame Louise Moussi-Kibao, comme remerciement. Donc, globalement, vraiment, on n'était pas là en principe pour faire le rapport de nos activités, hein, parce qu'on a fait des rapports officiels et ils sont sur les sites, les détails. Michel a fait un premier rapport de ce que Regard de Femmes a fait, ces deux grandes activités, mais également ces réunions connexes. Mais le RFH, je m'en voudrais de vous faire la série de tout ce que nous avons eu à faire, non seulement au plan institutionnel avec les Nations Unies même, les responsables, mais également au plan programme avec les partenaires au développement. Tout est dans nos différents sites et je vous remercie, je vous prie vraiment d'y aller parce que les détails y sont et c'est à ce moment-là que vous pourrez prendre en considération l'ensemble des synergies, l'ensemble des initiatives, l'ensemble des débats auxquels nous avons assisté et l'apport que le RFEFH, pas individuellement, mais le RFEFH en tant qu'institution de l'OIF travaillant sur l'égalité femmes-hommes dans nos différents pays. Il m'a été demandé, par contre, de parler de la société civile et de dire ce que nous avons noté sur la société civile. Alors, vraiment, je vous passe les détails des activités du RFEFH à la 67e session des Nations Unies. La note de concept est sur le site, le programme est sur le site, les personnes qui sont intervenues sont sur le site et surtout les rapports des interventions que les uns et les autres ont eu à faire pendant nos différentes activités. Mais ce qui est important, moi je pense, et c'est ce que j'avais compris de l'invite de Michel quand elle m'a appelé, c'est de dire ce que nous avons vu de la société civile. Comment nous avons perçu la société civile dans les travaux de cette 67e session des Nations Unies. Moi, j'ai noté un certain nombre de choses que je vais partager avec vous, mais je sais que beaucoup d'entre vous également ont eu à y réfléchir. C'est que c'était dans une optique de contribution significative et durable, la société civile en général, qui a participé à la 67e session, a mis ses expertises au service de ses membres
et partenaires durant cette session particulière de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je n'en veux pour preuve qu'en regardant tout simplement la délégation française. Les experts qui étaient avec la délégation nationale française ont travaillé avec les représentants de l'État français. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour tous les autres. Tous ceux qui ont fait les Nations unies depuis 25 ans savent comment ça marche. Oui, les gouvernements ne travaillent pas souvent de bon cœur avec la société civile de leur propre pays. En plus forte raison, les amener avec eux et travailler, discuter, comme M. Samson l'a dit tout à l'heure, le représentant aux Nations unies de la France, comme il l'a suggéré tout à l'heure dans son texte, que vous vous êtes réunis plusieurs fois, vous avez échangé et on a tenu compte, la délégation française a tenu compte des observations de la société civile française qui l'accompagnait. Eh bien, c'est l'objet de beaucoup de réactions positives, moi, que j'ai eues de la part de ceux qui ont assisté, de ceux qui ont vu comment les choses se sont passées. Et cela est en voie d'être comme cela aux Nations unies. Et ce serait l'idéal que les gouvernements tendent la main aux sociétés civiles de leur pays et que ces sociétés civiles apportent tous les inputs qu'ils peuvent, toutes les influences qu'elles peuvent à la création de la réponse nationale de n'importe quel pays qu'il s'agisse, que ce soit la France ou le Sénégal ou autre chose. Moi, j'ai eu l'expérience avec mon propre pays et je veux attester également, c'est ce que j'ai observé au niveau des autres pays qui étaient là, notamment la France, la Suisse, la Tunisie également, l'Algérie aussi, avec qui nous avons travaillé. Donc, le RFEFH ainsi que les autres membres de la société civile ont été présents à New York. Joseph l'a dit, et nous avons été particulièrement remarqués au cours des réunions institutionnelles et plénières, mais aussi et surtout lors des événements parallèles qui ont rythmé les 2 semaines de tribunes, que ces tribunes soient locales, nationales ou internationales, en lien avec la sexospécificité et la lutte contre les inégalités de genre. En effet, la société civile et plusieurs acteurs associatifs ont organisé une série d'événements sur les enjeux de l'éducation des filles, ceux des innovations technologiques, ceux des cybermenaces visant les femmes et les inégalités entre les femmes et les hommes. Des panels de discussion, des ateliers, des rencontres stratégiques ont été organisés par la société civile en général, mais aussi par la société civile francophone en particulier, afin de réfléchir ensemble sur les voies et moyens appropriés pour faire du numérique et plus globalement des nouvelles technologies un outil au service de l'autonomisation, du développement du plein potentiel des femmes et des filles et des luttes contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de leur vie. Et à divers niveaux, de fortes mobilisations ont fait l'objet de discussions de temps en temps très âpres. Et je suis d'accord avec M. Samson, il a été très difficile de trouver un consensus dans ces conclusions agréées entre les délégations du Nord comme celles du Sud sur des problématiques communes depuis la nuit des temps, c'est-à-dire sur les problèmes liés au respect des droits des femmes ainsi que de l'égalité femmes-hommes. Il y a eu un énorme effort de modernisation de nos vies en utilisant le digital. Ces messages ont différemment été reçus et perçus par les différentes catégories de structures présentes dans les débats. Les gouvernements, d'une part, mais également les parlements et la société civile. On a ainsi noté une société civile présente, visible, décomplexée, compétente, coordonnée, audacieuse, qui n'a pas hésité à investir les espaces qui étaient dédiés auparavant, surtout aux acteurs étatiques, et ce, en dépit des ressources humaines et financières restreintes dont elles ont disposé. Les signes forts qui ont été notés quand on observe bien les caractéristiques et les comportements de la société civile aux Nations unies sont ceux que je vais citer tout de suite sans bien entendu être exhaustif. D'abord, le nombre. Les associations de la société civile étaient plus nombreuses,
comparé aux dernières sessions de la CCF, parce que nous avions été jusqu'à la COVID, bien entendu. Cette année, un nombre record. Certains notent plus de 14 000 participants en présentiel et en virtuel ont attendu ou ont pu participer ou suivre les travaux en présentiel et en virtuel. Ensuite, leur profil. Une société civile, comme on l'a compris, qui s'organise davantage et mieux. Une société civile qui dispose d'outils technologiques puissants, qui leur permet de faire valoir leurs droits, de s'acquitter de leurs devoirs citoyens et de s'acharner surtout à faire entendre leur voix. Cela nous fait confirmer, encore une fois, comme nous l'attestons toujours dans nos travaux sur le leadership politique de la jeunesse, le constat de la naissance et de la constitution progressive d'un leadership nouveau, dont les caractéristiques font montre de plus en plus d'une plus grande ou d'une meilleure qualité de liberté d'expression, d'une plus grande liberté de pensée, encore une plus grande liberté d'action. Cette société civile que nous avons regardée est particulièrement jeune. Elle a montré un penchant net vers ce nouveau concept d'intersectionnalité. Et je salue Kerline, et je ne suis pas surpris de sa réponse, sensible au genre. Bien que cette notion a été beaucoup plus claire, beaucoup mieux exprimée d'intersectionnalité que les années précédentes. Cet activisme grandissant et multiforme que nous avons noté nous a amené à nous demander si le naturel avec lequel la société civile s'implique dans la gouvernance des problématiques sociétales n'est pas réellement un signe de davantage de confiance en elle, un signe d'une plus grande formation et d'une meilleure formation de la société civile. Et on se demande également si ce n'est pas le début de la récolte des fruits de décennies de combats précurseurs. Michel Vianas en a parlé tout à l'heure, menés par la génération surtout précédente, les générations, mais surtout la génération précédente, dont nous sommes toutes parties d'ailleurs. Cette génération est à regarder de près parce qu'elle a pu bénéficier de 25 ans de bataille féministe qui ont permis à cette jeune génération de s'approprier à l'évidence des enjeux globaux qui sont soit sociaux, soit économiques, soit politiques, soit environnementaux, tels que nous les vivons aujourd'hui. Le deuxième point que nous avons noté aussi au sein de la société civile, c'est l'effort d'inclusion de toutes les parties prenantes à la cause de la femme et à la cause de l'égalité femmes-hommes. Et ceci est une preuve d'ouverture de la part du leadership politique universel que sont nos pays et nos gouvernements membres. Joseph l'a dit tout à l'heure en rapportant les débats qu'on a eus, l'organisation des sessions à la représentation permanente de la francophonie. Et c'était voulu, c'était volontaire que nous puissions mettre autour d'une même table. Et l'institution nationale, donc le gouvernement, et la société civile et le Parlement. Ça, c'est un des objectifs fondamentaux du RFEFH. À chaque réunion régionale, sous-régionale ou internationale, universelle, telle que nous venons de le vivre aux Nations Unies, nous essayons de mettre ceux qui doivent contribuer à l'effectivité de la réforme des choses, à l'effectivité des actions que la francophonie veut mener ou doit mener, eh bien, nous essayons de mettre tous les acteurs à table ou autour de la table pour qu'ils discutent ensemble. Alors, au-delà des panels et des rencontres très opportunes qui ont été multiformes, je vous dis encore une fois, je ne sais pas, par délicatesse, je ne peux même pas citer tout ce qui a été fait par le RFEFH. Multiformes donc et intersectorielles, qui ont été tenues au cours de cette 67e session, dont l'essentiel est consigné dans le rapport de mission du RFEFH, auquel on a associé d'ailleurs le regard de femme, puisque le regard de femme fait partie du RFEFH. On a pu reconstituer et faire revivre quelque chose auquel nous tenons toutes, c'est notre expression francophone.
Moi, je suis déterminée, je l'ai toujours été, déterminée à faire valoir ce que notre militantisme, ce à quoi on a toujours cru depuis que nous sommes sur les bancs de l'école, que le français est notre langue d'expression, le français est notre langue de travail. On s'exprime en français. On peut s'exprimer en anglais. Personne n'est contre le multilinguisme. On peut le comprendre. Mais la source à laquelle moi, je prends mes idées, mes pensées et que j'acte, que je travaille tous les jours, je tiens à ce que cette source, elle soit respectée et qu'on me respecte par la même occasion. Et je le défendrai partout. Et c'est ce que je défends au sein du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. C'est pour ça qu'à chaque réunion du CSW, j'essaie de le faire également à l'Union africaine. Et ce serait bien que les gens de l'Europe le fassent au niveau du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne. qu'à chaque événement majeur de notre vie, que la francophonie s'exprime et que le signal, le stigmate, le profil de la francophonie soit respecté, vu et accepté par tout le monde. Et c'est ce que nous avons appelé à l'époque, j'en ai parlé à Michel avant qu'elle n'ouvre cette réunion. Il faut reprendre dans vos archives, vous devez avoir dans vos archives la création de l'espace francophone à Nairobi, à la conférence africaine préparatoire de Pékin. Non, la préparatoire de Pékin s'est faite à Dakar. Mais avant la conférence de Dakar en 1994, nous avons fait une énorme conférence à Nairobi, où l'ambassadeur de France à Nairobi a invité à l'organisation d'un espace francophone à notre demande, y compris moi, avec Yvette Roudy, qui était ministre de la France à l'époque. Et depuis, on essaie de refaire dans les mêmes espaces cette expression francophone. Il n'y a aucune raison pour que les francophones rasent les murs aux Nations Unies, alors que vous avez la possibilité de vous organiser. Et c'est ce que le RFEFH a fait. Et la représentation permanente de la francophonie nous y aide admirablement. On ne peut pas vous remercier assez. Je veux donc dire qu'il est important que ces réunions pour la cause de l'inégalité, de l'EFH, puissent être organisées de telle manière que notre expression, ce que nous sommes, puisse aussi transparaître et transpirer dans l'expression, à travers l'expression francophone. Alors, je termine. Et j'ai dit qu'au-delà de cela, on a pu recréer cet espace francophone grâce à la représentation permanente de la francophonie, et vous avez pu voir défiler et des ministres et des parlementaires, et même des membres du bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal étaient venus, les gens de la CEDEAO, des ministres de la CEDEAO sont venus, des ministres des Caraïbes également. Eh bien, c'est ça notre apport à la 67e réunion de la CFR. L'importance du suivi des conclusions agréées. Quelques-uns d'entre vous les ont certainement lues. Moi, je les ai lues. Il y a énormément de choses à faire de la part de chaque membre du RFEFH. Et je ne m'adresse pas seulement à la commission, à la COING. C'est l'ensemble des membres qui croient en la francophonie, tous ceux qui travaillent avec la francophonie, avec leur gouvernement, qui doivent se rapprocher de leur gouvernement pour étaler les conclusions agréées lors de cette session-là et les mettre en œuvre dans la mesure où votre législation nationale endogène le permet, dans la mesure où votre culture le permet. Et M. Samson a parlé des difficultés. Oui, il y aura des difficultés. Il y a des pays qui jetteront aux orties ces conclusions agréées parce qu'ils ne les appliqueront pas, parce que ça ne les arrange pas, parce qu'ils n'en veulent pas. Tout le monde est libre. On est quand même aux Nations Unies. Mais je pense que la société civile de ces pays-là doit s'approprier ces conclusions, doit pouvoir discuter avec d'autres sociétés civiles qui, elles, implémentent les différents dispositifs de ces conclusions dans leur propre pays. C'est du travail, c'est énormément de travail. Moi, j'ai fait le mien, je continuerai à faire le mien, mais je pense que j'invite tout le monde, je veux inviter tout le monde, Michel, qui préside les enjeux globaux, mais les autres commissions de la COING, ils ont tous à faire. S'ils lisent bien cette liste des conclusions agréées. Je vous remercie. Je remercie toutes celles qui ont participé aux travaux avec nous.
bien entendu, à New York comme ailleurs. Merci, merci Ndiro, et tu as bien dit le mot, la mission principale, c'est-à-dire utiliser, justement que la société civile utilise ces conclusions concertées, ces conclusions agréées, puisqu'ils les ont acceptées, donc utilise ces conclusions, qu'ils les connaissent d'abord et qu'ils les utilisent, c'est un peu l'objectif de cette réunion aujourd'hui, et pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des avancées là-dessus, puisque dans 3 ou 4 ans, eh bien, tous les pays vont devoir rendre compte aux Nations Unies, à l'ECOSOC, de leurs avancées sur ce qui a été agréé. Donc là, c'est vraiment extrêmement Michel, important. mais Michel, ce que je veux dire, excuse-moi Michel, ce que je veux dire, c'est que la société civile seule ne peut pas le faire oui, sans bien les sûr, pas toute gouvernements. seule, oui. Voilà. C'est pour ça que j'appelle à cette articulation, j'appelle à cette coordination. Il faut que la société civile y aille vers le gouvernement, parce qu'on ne se cache pas la vérité. Il y a des associations de la société civile qui disent que se présentent comme des opposants, qui ne veulent pas ce que leurs gouvernements font. Et ce n'est pas cela le travail de la société civile. Je crois qu'on t'a bien entendu, je crois qu'on t'a vraiment bien entendu, c'est-à-dire ensemble, et comme tu l'as dit, le gouvernement, les parlementaires, c'est ce qui est très important, et puis donc pour faire avancer les lois. Alors, parce que la comptabilité se fait par le gouvernement. Voilà, et la redevabilité aussi, il faut que le gouvernement soit redevable de ce qu'il a signé. Alors, je vous remercie à tous et toutes, et avant de nous quitter, je vais donner, et de prendre, mais pas tout le monde ne nous quitte pas, puisque juste après, on va enclencher sur la réunion de la commission E, mais avant, je voudrais donner la parole à Williamson, donc qui a quelques mots à nous dire par rapport au comité de suivi, qui est notre assistant au comité de suivi. Williamson, c'est à vous pour donner quelques rappels importants pour ceux qui oublient ce qu'ils doivent faire. Si j'ai bien compris, c'est ça, Williamson. Bonjour, oui, je m'appelle Williamson, je suis attaché de programme à l'OIF, mais je travaille spécifiquement pour la COING. Donc, il y a 2 initiatives qui tiennent à cœur vraiment la présidente de la COING et le comité de suivi, c'est la plateforme de Slack, qui est une plateforme de communication, d'échange d'informations entre les associations accréditées. Donc, ces temps-ci, il y a beaucoup d'associations qui partagent leurs actualités sur cette plateforme, c'est très bien. On a passé de 40% de vues à 70%. Donc, c'est un grand effort qui a été déployé. Donc, continuez dans cette même lancée. Également, il y a aussi l'initiative concernant la création d'un annuaire pour la COING. Une fiche a été publiée ou partagée par email, donc on commence à recevoir beaucoup de fiches, mais il nous reste encore quelques associations qui n'ont pas encore envoyé leurs fiches, donc c'est le moment de faire un petit rappel. Et je n'ai qu'à vous remercier pour votre collaboration, vraiment. Et on sent qu'il y a vraiment une dynamique, donc les choses avancent bien. Merci, c'est ce que j'avais comme 2 annonces. C'est l'annuaire et aussi concernant la plateforme qui marche très bien. Mais pour l'annuaire, on attend encore d'autres formulaires. N'hésitez pas, si votre association n'a pas encore envoyé. Si ce n'est pas vous qui êtes responsable de ce dossier, n'hésitez pas à faire une petite relance au sein de votre association également. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, Williamson. Je remercie alors nos 2 intervenantes et intervenants. Donc, je remercie Dioro d'avoir participé et d'avoir éclairé sur les objectifs et l'importance de la présence de la société civile dans la Commission de la condition des femmes. Je remercie donc Joseph de sa présentation et surtout de nous avoir bien marqué tout ce que fait la représentation à New York. C'est extrêmement important et donc je vous remercie. Je signale que maintenant nous allons commencer la réunion de la commission E, mais toutes celles et ceux qui veulent y assister, vous êtes les bienvenus, donc c'est pas exclusif pour représenter vos associations. Et je remercie bien sûr Eric qui nous a rejoints et qui a pu avoir un certain nombre d'informations
concrètes et puis sur des événements auxquels il n'a pas pu assister puisqu'il était tout le temps à la RP de l'OIF, donc ou pratiquement. J'ai quand même vu de temps en temps dans les couloirs de l'ONU. Mais c'était aussi un point important d'avoir ce recul et surtout de savoir gérer comment sont décidées ces fameuses conclusions concertées qui permettent ensuite, après, de pouvoir avancer sur les droits des femmes dans nos pays, même dans une situation où, comme aujourd'hui, il y a ce fameux, je ne vais pas employer de mots anglais, mais cette tentative de régression, de retour en arrière, qui est extrêmement gravissime. Voilà. Donc,